Patrice Talon sera en visite de travail du mercredi 13 au dimanche 17 décembre en Martinique. Pendant ces 5 jours, le chef de l'État béninois aura des activités liées à la coopération décentralisée entre le Bénin et la collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique. Il visitera aussi des sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique tels que le fort Tatenson, fort militaire où a été déporté et exilé le roi Béhanzin. L'autre sujet phare de la visite de travail du président béninois en Martinique concerne la mise en place du musée d'art contemporain de Cotonou qui sera érigé en plein cœur du quartier culturel et créatif de Cotonou. Un équipement muséal dédié à la création contemporaine de l'Afrique et de ses diasporas. Selon le communiqué de la présidence de la République, le séjour du président Patrice Talon en Martinique s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel, de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières avec notamment le programme d'édification d'équipements culturels et patrimoniaux initiés par le gouvernement du Bénin afin de doter son territoire de 4 musées de rayonnement international, notamment la Maison de la Mémoire et de l'Esclavage à Ouidah, le Musée des Rois et des Amazones du Dahomey à Abomey, le Musée international du Vaudou à Porto Novo, le Musée d'art contemporain de Cotonou. Les projets phares autour de la mémoire de la traite et de l'esclavage et ceux concernant l'éducation, la formation et l'innovation seront aussi abordés lors de ce séjour du président de la République en Martinique. Au Bénin, à l'exception de Basile Rossi, les députés du parti de l'opposition, les démocrates, ont voté contre le budget de l'État exercice 2024. Après l'adoption du budget général de l'État, gestion 2024, par l'Assemblée nationale du Bénin, Romuald Wadaï, ministre des Finances, s'est dit surpris du vote des députés de l'opposition. Le ministre de l'Économie et des Finances en charge de la coopération l'a fait savoir aux journalistes de la télévision Hémicycle à l'issue de la plénière du Parlement. La seule question ou surprise de la journée, c'est le résultat du vote d'aujourd'hui où les honorables députés des démocrates nous ont surpris par les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui en session. En effet, pendant les travaux parlementaires où ils ont été très présents, l'ensemble des propositions d'amendements ont soit été acceptées ou soit mis directement en étude pour prise en compte en 2024. Donc, quand on a travaillé ensemble, quand on a fait des propositions qui ont été intégralement prises en charge, acceptées, vous voyez le résultat que nous avons eu la semaine passée pendant les travaux en commission où le rapport général a été adopté à l'unanimité des députés présents, toutes tendances confondues. Donc les démocrates ont bien validé le rapport général. Donc la surprise de la journée, c'est finalement ce même rapport général. Rien n'a changé, on arrive aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas voté. Pourtant, il s'agissait ici de donner les moyens à l'État de recruter plus de jeunes aspirant au métier de l'éducation. Il s'agissait de donner à l'État les moyens de donner à manger à plus de 1 million de nos enfants par la cantine scolaire. Il s'agissait de construire des centaines de kilomètres, de connecter toutes nos communes et de respecter donc les engagements que le président de la République a pris. Il s'agit de faire tous les investissements, je ne vais pas les répéter ici, nous avons eu un mois de discussion passé sur votre chaîne, vous les avez suivis, mais c'est-à-dire que quand on a fait des propositions, et surtout certaines propositions des démocrates, certains amendements des démocrates nécessitaient des impacts financiers. Et la pratique en général, quand vous faites un amendement qui nécessite des charges nouvelles, il faut proposer des recettes nouvelles en face pour pouvoir compenser. Parce que le gouvernement propose un budget équilibré en dépenses et recettes. Et à chaque fois qu'il y a des amendements qui nécessitent des dépenses nouvelles, il faut proposer des recettes nouvelles en face. Je prends le cas des propositions des démocrates sur l'agriculture qui ont nécessité pour le gouvernement d'aller rechercher des ressources nouvelles. Mais nous l'avons fait, mais l'État, le gouvernement a décidé de donner suite à certains amendements en prenant sur le fonctionnement même de l'administration centrale de l'État.
tellement nous avons voulu aboutir à un budget vraiment inclusif. La seule surprise, et ça, nous sortons de l'hémicycle, je n'arrive pas encore à le comprendre, mais je suis sûr que nos honorables députés démocrates nous expliqueront plus tard, mais voter un rapport qui intègre vos commentaires, approuver ce rapport et arriver en salle le même rapport, et puis ne plus voter, c'est le seul élément de surprise de la journée. Cela dit, le budget de l'État, c'est vraiment l'instrument de développement. C'est l'instrument pour apporter des réponses aux préoccupations de nos populations dans toutes les contrées du Bénin. Et donc, le plus important, c'est que ce budget a eu la contribution de tout le monde, républicains, progressistes, démocrates. Donc, à la fin du jour, peut-être que d'autres considérations qui échappent ou des égos ont fait qu'on n'a pas eu le résultat escompté, mais la satisfaction que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous avons, dès le 8 décembre, terminé une phase budgétaire, comme les grands pays qui finissent en avant leur budget. Nous avons un budget qui est inclusif, qui tient compte des préoccupations, et surtout nous avons un budget où pratiquement la moitié des dépenses générales de l'État sont concentrées sur les dépenses sociales prioritaires. Changer le quotidien de nos populations, c'est ça la réalité de ce que nous voulons de faire. Et on ne peut pas être dans un autre sentiment que de satisfaction, parce qu'on sait que 2024 va être une année où le gouvernement, grâce aux moyens qui sont mis à disposition, va pouvoir répondre à davantage de besoins de nos populations, régler davantage de problèmes. Vous savez, quand vous regardez les récents rapports publiés par la Banque mondiale, nous notons d'année en année, le taux de pauvreté baisse. Et là, d'année en année, les ressources montent et donc la capacité de l'État à réduire la pauvreté s'accélère, augmente. Et donc, nous nous réjouissons d'avance que l'année prochaine, nous allons pouvoir faire des pas encore plus importants dans la réduction de la pauvreté, dans l'apport de bien-être aux populations, dans la résolution des difficultés de quotidien de nos populations, que ce soit les paysans, les transporteurs, les artisans et toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays. La territorialisation permet de dire à une aire géographique donnée, voici ce en quoi vous êtes les plus forts. Et si vous développiez cela, vous allez gagner plus et vite. C'est une réalité que le Bénin importe pratiquement 125 000 tonnes de poissons chaque année, depuis des lustres. On y a réfléchi, ce n'est pas une bonne chose. C'est des milliards, des centaines de milliards que l'on dépense comme ça et qui crèvent notre balance. On attend qu'à l'issue de ces journées, les producteurs de cette zone de production puissent mettre sur pied un certain nombre de récapitulatifs des problèmes liés au développement de la filière et qu'on va devoir donc adresser à l'autorité ministérielle et ensuite trouver aussi les solutions que nous pouvons résoudre à notre niveau. Je tiens également à exprimer notre gratitude au chef de l'État, car c'est sa gouvernance, sa notoriété, son leadership, tout ce qu'il fait pour porter le Bénin, qui a fait que nous nous sommes retrouvés en Arabie Saoudite pour signer des accords qui, somme toute, ont été très consistants. En 6 milliards de francs CFA de financement concessionnel, plus un programme d'eau sous forme de dons non remboursables. Le chef de l'État a inventé un nouveau concept, c'est l'aide à l'investissement. Ce terme est très porteur. Très porteur parce qu'il dit, écoutez, le développement est vague, c'est très large. Ce que nous voulons, c'est réellement l'investissement. Et puis précisément l'investissement direct étranger. Parce que c'est le secteur privé qui détient maintenant, disons, le plus grand volume de capitaux. L'un des ministres des Finances qui a annoncé d'emblée que le Fonds public d'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite, doté d'un capital de 42 000 milliards de francs CFA, eh bien, nous sommes décidés maintenant à nous engager résolument dans le développement de l'Afrique. Quand on connaît la vision du chef de l'État et son attachement presque viscéral au développement des ressources humaines à travers l'enseignement technique, la formation professionnelle, on voit à quel point l'Arabie Saoudite est décidée réellement à accompagner la vision du président Patrice Talon. Ce qui fait la caractéristique et le caractère inédit encore de cette conférence de haut niveau, c'est la participation des ministres saoudiens et des princes saoudiens dans les panels. Pour qui connaît l'Arabie Saoudite, ce fait est un fait inédit.
Les ministres saoudiens ne vont pas dans les conférences comme ça, dans les comités techniques et autres, dans les commissions. Non, non, non. Mais cette fois-ci, les ministres sont sortis eux-mêmes pour porter le message, participer aux discussions. Et au-delà des ministres, les princes également faisaient partie des panels. Donc nous devons en prendre conscience et savoir nous positionner conséquemment pour capitaliser cette nouvelle donne. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Il y a un an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre. Parce que la guerre pourrait durer si jamais on ne la menait pas. En témoignent ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons décidé d'enclencher le combat. Ces derniers jours, vous avez pu remarquer l'intensité de la bataille qui nous reconforte dans notre thèse qu'il y avait plusieurs cellules dormantes qui devraient entretenir cette guerre pendant des décennies et des décennies. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présent. Plus que ce que nous estimons, et aujourd'hui encore plus, les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ce vaillant peuple d'avoir compris ce message. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre. Ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre une bonne fois pour toutes. En venant donc à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée en sous-effectif, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire appel rapidement aux VDP qui ont répondu et aussi de les équiper, ce qui ne fut pas une tâche facile. Dieu merci, nous y sommes arrivés à équiper tous ceux que nous avons pu recruter. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite nous avons compris qu'il nous fallait des unités organiques. Ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide. Et ensuite, 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements de forces. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. 5 autres bataillons sont en constitution et en formation pour renforcer les rangs de ces bataillons d'intervention rapide. 2 bataillons d'intervention aéroportée ont été créés. Un est déployé dans la zone de Boromo, l'autre sera déployé dans les jours à venir dans la zone de Koudougou. Du côté des forces de sécurité intérieure aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. En ce sens que, pour le cas de la police par exemple, nous avons réorganisé les forces pour les constituer en groupements d'unités d'intervention qui sont aux côtés donc des forces armées pour mener le combat. 12 GOUMI ont été créés dans ce sens et d'autres sont en phase d'être créés.
Alors qu'elle avait imposé de lourdes sanctions à Niamey début août après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, la CEDEAO a annoncé dimanche qu'elle pouvait revoir sa copie. Mais pour décider d'un allègement de ces sanctions, l'organisation régionale pose ses conditions. L'autorité décide de mettre en place un comité de chefs d'État composé du président de la République du Togo, du président de la République de Sierra Leone, du président de la République du Bénin pour dialoguer avec le CNSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir d'une courte feuille de route pour la transition, de mettre en place des organes de transition et de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition pour œuvrer au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO réunie en sommet à Abuja dimanche a averti qu'elle maintiendrait ses sanctions sans une réponse positive de Niamey et pourrait même remettre sur la table l'option militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. L'autorité va progressivement alléger les sanctions imposées au Niger. Si le CNSP ne se conforme pas aux résultats de l'engagement avec le comité, la CEDEAO maintiendra toutes les sanctions, y compris l'utilisation de la force, et demandera à l'Union africaine et à toutes les autres parties d'appliquer les hypothèses cibles aux membres du CNSP et à leurs associés. To enforce the targeted sanctions on members of the CNSP and their associates. Sur les 15 pays membres de la CEDEAO, 4 sont désormais dirigés par des militaires arrivés au pouvoir après des coups d'État depuis 2021. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans la capitale Yamoussoukro, Tidiane Thiam a tenu son premier meeting depuis sa déclaration de candidature à la présidence du PDCI. L'ancien patron de Crédit Suisse a appelé samedi à l'unité au sein du premier parti d'opposition en vue de la présidentielle de 2025. Nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle. Le congrès électif est prévu le 16 décembre prochain. Pendant une quarantaine de minutes, Tidiane Thiam a déroulé son programme, tentant de convaincre ses détracteurs qui voient en lui le candidat des Occidentaux. J'ai toujours cru dans la décentralisation. Vous pouvez chercher dans toutes mes déclarations, dans toutes les structures que j'ai gérées ou dirigées, j'applique la décentralisation. Tout simplement parce que personne ne connaît mieux que vous-même vos besoins. Je veux donc redonner de l'autonomie et du pouvoir. De l'autonomie et de pouvoir, l'un sans l'autre n'est rien. De l'autonomie et du pouvoir à la base, c'est une condition du succès. Pour ses partisans, sa parenthèse de plus de 20 ans hors de son pays et sa double culture française et ivoirienne devraient être un atout pour permettre au PDCI de revenir au pouvoir. Dieu nous a donné en fait quelqu'un d'une dimension internationale. Et quoi de plus normal pour pouvoir le soutenir et l'accompagner. Et nous croyons que c'est la meilleure chance pour notre parti d'accéder au pouvoir en 2025. Redonner un souffle nouveau au plus vieux parti de Côte d'Ivoire, c'est aussi l'ambition de Jean-Marc Yassé, le maire de Cocody, qui défie Tidiane Thiam au congrès électif dans moins d'une semaine. Candidat unique lors de l'élection dimanche à Yaoundé à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'un des principaux partis d'opposition du pays, Maurice Kamto a été réélu sans surprise. Une victoire ou plutôt un plébiscite avec plus de 99% des suffrages qui le désigne comme candidat naturel de cette formation politique pour l'élection présidentielle de 2025. Maurice Kamto, 69 ans, annonce vouloir tourner la page de la contestation électorale, engageant de facto son parti dans les batailles à venir dans la présidentielle de 2025. L'opposant promet par ailleurs la création d'une coalition, l'Alliance politique pour le changement, qui travaillera avec les compatriotes de tous les horizons, y compris des militants ou sympathisants du régime en place, pour un Cameroun apaisé, selon ses mots. En 2018, lors de la présidentielle, Maurice Kamto avait recueilli 14,23% des suffrages contre 71,28% pour Paul Biya qui entamait son 7e mandat.
Dans ce camp de fortune près de Goma, la capitale du Nord Kivu, vivent des personnes ayant fui les exactions des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Selon l'ONU, près de 7 millions de personnes ont été déplacées en RDC, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Ces infortunés attendent du vainqueur de la présidentielle du 20 décembre la fin de l'insécurité dans leur territoire. Au cours des 5 dernières années, le président a fait beaucoup de promesses. Certaines ont été tenues, d'autres non. Maintenant, nous espérons que le président qui sera élu pourra mettre fin à cette guerre qui devient insupportable, car notre souhait est de retourner dans nos villages. Ces hommes et femmes qui se sentent déjà abandonnés risquent aussi de ne pas participer au choix de leur futur président, car ils n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales et sont amers. Je dois voter parce que j'en ai le droit. Et je dois voter pour quelqu'un qui le mérite. Parce que dans d'autres élections, nous avons élu des gens qui ne le méritaient pas. Et aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de sécurité. Je suis en colère parce que je ne pourrai pas voter. Mais j'aimerais que Tshisekedi puisse être réélu, parce que c'est grâce à lui que nous vivons encore ici. Autrement, le M23 serait déjà là. S'il n'est pas réélu, son successeur devra combattre le M23 et le forcer à quitter nos villages pour que nous puissions rentrer chez nous. Selon Médecins sans frontières, des dizaines de milliers de familles fuient toujours les violences dans le Nord Kivu. Catastrophique, c'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies qualifie la situation au Soudan 8 mois après le début de la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le conflit a déjà fait plus de 7 millions de déplacés et l'ONU tire donc la sonnette d'alarme. Faute de moyens financiers, elle semble avoir atteint ses limites. La situation au Soudan 8 mois après le début du conflit est catastrophique. Malgré les efforts courageux de la communauté humanitaire, des partenaires, des agences sur le terrain, nous sommes toujours confrontés à des défis importants. Au Soudan, le nombre de personnes déplacées s'élève à environ 7 millions, ce qui en fait la situation de déplacés la plus importante au monde. Nous sommes donc à la limite de notre capacité à satisfaire un grand nombre de besoins dans tous les domaines. Conséquence d'une guerre éclipsée par le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Les groupes d'aide disparaissent peu à peu, leurs entrepôts ont été pillés et leurs travailleurs harcelés ou attaqués. Nous sommes confrontés à une population d'environ 24,7 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. À ce jour, nous avons pu en atteindre environ 4 millions et notre objectif est de toucher 18 millions de personnes. Notre budget global, nos besoins s'élèvent à environ 2,6 milliards d'euros à ce jour. Nous n'avons reçu que 38,6% de ce montant. Le conflit entre les deux généraux qui se disputent le contrôle du Soudan a déjà fait plus de 12 000 morts selon le Armed Conflict Location and Event Data Project. Les Égyptiens ont voté dimanche lors d'un scrutin présidentiel éclipsé par la guerre dans la bande de Gaza voisine. Le président sortant Abdel Fattah el-Sisi, qui semble assuré de remporter un 3e mandat, s'est rendu aux urnes, tout comme les 3 autres candidats en lice peu connus du grand public. Il s'agit de Farid Zahran, à la tête du Parti égyptien démocratique et social, Abdessamad Yamama du Wafd et Hazem Omar du Parti populaire républicain.
Le pouvoir d'achat est la priorité en Égypte, qui est confrontée à la plus grave crise économique de son histoire, 2/3 de la population vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Le pays de 106 millions d'habitants compte 67 millions d'électeurs qui auront jusqu'à mardi pour se rendre aux urnes. Des dizaines d'électeurs de tous les âges se pressaient déjà ce dimanche devant des écoles du centre du Caire au milieu d'un important dispositif de sécurité. À 14h30, 5 millions d'Égyptiens avaient déjà voté d'après la commission électorale. Arrivé au pouvoir en 2013 en renversant l'islamiste Mohamed Morsi, l'ex-maréchal Sissi l'avait emporté avec plus de 96% des voix, ce qui lui a permis de rallonger la durée des mandats à 6 ans et rendre possible le cumul de 3 mandats présidentiels consécutifs.